Donc rebonjour, nous revoilà pour un dernier épisode. Cette fois, on va parler du matériel spécifique qu'il faut emmener hors piste, parce qu'on ne part pas hors piste les mains dans les poches. On va vraiment avoir besoin de matériel, des fois que ça se passe mal, même avec tout ce qu'on sait juste avant, ben quand même, les plaques, c'est relativement imprévisible, et là, on ne sait jamais. Donc, il y a quand même une chose qui va nous indiquer un petit peu si on va prendre beaucoup de risques ou pas. Ben, c'est les drapeaux qu'on va retrouver au sommet des pistes. Alors ces drapeaux, il y en a un premier qui est jaune, qui lui indique qu'il y a un risque d'avalanche de 1 ou 2. Ensuite, il y a un drapeau à damier qui lui va nous dire qu'il y a un risque d'avalanche de 3 ou 4. Et enfin, il y a un drapeau entièrement noir qui lui va nous dire qu'il y a un risque 5. Donc ça, le risque 5, sur la station où je travaille, Val Thorens, ben, j'ai jamais vu, tout simplement parce que lorsque le risque est de 5, la station elle est fermée. Sinon, voilà, ça va nous donner une indication. Ensuite, si on veut être plus précis, savoir si le risque c'est 3 ou 4, parce que 3 ou 4 c'est quand même vraiment pas pareil, et ben là, il y a les pisteurs qui font un bulletin neige avalanche et qui va nous renseigner précisément pour nous dire si le risque il est de 3 ou s'il est de 4. Donc voilà, maintenant là je vous présente un peu le matériel minimum qu'il faut avoir quand on part hors piste. Donc c'est un sac à dos dans lequel il va y avoir une pelle et une sonde, ainsi que sur soi, on va avoir le fameux arbat. Alors des arbats, il y en a plein de différents, je vais vous expliquer tout à l'heure comment ça marche, mais ça, c'est l'un des modèles de base, l'un des moins chers. La sonde, c'est quelque chose qui se déplie, ça ressemble à un piquet de tente. Il y en a des plus ou moins longues, avec différents systèmes. Voilà. Ça, donc, c'est une sonde. Alors, chacun de ces éléments va avoir son utilité. L'arba, c'est ce qui va permettre de retrouver une victime relativement précisément. La sonde, c'est ce qui va permettre de la localiser très précisément. Et la pelle, c'est ce qui va permettre de creuser. Donc tout ça, ça va être vraiment indispensable de l'avoir. Donc maintenant, je vais vous expliquer un petit peu le fonctionnement de l'arba. Donc, bon, celui-là, il se branche comme ça, et ça n'a pas beaucoup d'importance, parce qu'il y a autant de systèmes de branchement que ce qu'il y a d'arba différents. Donc l'arba, c'est un appareil qui fait à la fois émetteur et récepteur. Le principe, c'est que quand on part hors piste, tout le monde est en émission. Si jamais il y a un problème, ben, tous ceux qui sont à la surface de la neige basculent en réception, et à partir de là, ils vont pouvoir recevoir les ondes de celui qui continue à émettre et qui lui est dans l'avalanche. Alors, le principe est très simple sur cet arbre-là, c'est que il va suffire de faire augmenter le son pour savoir qu'on se rapproche, et si le son diminue, eh ben on va s'éloigner. Donc là, j'ai ma victime qui est là par exemple. Là, je vais basculer en réception. Pour basculer en réception, ben, tout ce qu'il faut que je fasse sur ce modèle-là, c'est tirer sur cette petite manette et tourner cette molette, comme ça. Après, j'ai des distances qui sont écrites. Ça, c'est la distance à laquelle je suis approximativement de la victime. Sauf que là, c'est écrit entre 80 et 0. En réalité, on n'a pas de son à 80 mètres. On commence à avoir un son à partir d'une quarantaine de mètres. Ensuite, le principe, c'est vraiment ça. Je me rapproche, le son augmente. Je m'éloigne, le son diminue. Donc voilà, le principe est très simple. Sauf que vous allez voir que si on n'a pas une méthode très précise, eh ben en fait, c'est très dur de retrouver quelqu'un. Donc, en fait, la méthode, on va imaginer que ça, c'est l'avalanche qui est partie dans la pente. Ma victime, on va dire qu'elle est à peu près là. Alors moi, je suis en haut de la pente. Quand je branche mon arba, eh bien, il se trouve que quand je bascule en réception, il se trouve que j'ai aucun son. À partir de là, il va falloir que j'aille très vite. Parce que la victime, elle, en moyenne, elle en a pour 15 minutes de chance de survie. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais traverser toute la pente le plus rapidement possible, jusqu'à avoir un son. Par exemple, ici, j'ai un premier son. À partir de là, je vais choisir une direction. Je vais descendre en ligne droite et me rendre compte que le son, il augmente. Tant qu'il augmente, c'est que je suis dans la bonne direction.
Au bout d'un moment, le son va se mettre à diminuer. À partir de là, tout ce que j'ai à faire, c'est retourner à l'endroit où le son me semblait être le maximum. C'était peut-être ici. Là, à partir de là, je peux choisir d'aller à droite ou à gauche. Si je vais de ce côté-là, je vais me rendre compte que mon son diminue tout de suite. Je repars dans l'autre sens, et là, de nouveau, mon son augmente. Lorsqu'il diminue, je reviens là où ça me semblait être le maximum. Je choisis une direction. Et là, en faisant ce système-là, je vais forcément finir par tomber sur ma victime. Alors ça, pareil, ça semble relativement simple dans l'idée, sauf qu'avec le stress, en réalité, c'est beaucoup plus compliqué. Surtout que bien souvent, on a envie d'aller trop vite. Et qu'est-ce qui se passe? Sur ma recherche finale, quand je suis très proche de la victime, eh bien, si je vais très vite, eh bien, c'est très dur de savoir où est l'autre précisément. Parce que si je fais ça, savoir où c'est que mon son est le maximum, c'est très dur. Alors que si je vais tout doucement au ras de la neige, là, je peux m'en rendre compte. Alors c'est vrai qu'en allant doucement, on a l'impression de perdre du temps. En réalité, des fois, si on va un peu doucement en recherche finale, eh bien, on gagne du temps. Ensuite, quand j'ai localisé ma victime, eh bien, j'ai plus qu'à utiliser la sonde que je vais planter dans la neige jusqu'à sentir quelque chose qui normalement est un peu plus mou qu'un caillou ou de l'herbe, quelque chose qui rebondit. Ça, c'est un corps. Une fois que j'ai localisé, surtout, je laisse la sonde dans la neige et là, j'ai plus qu'à creuser. Donc tout ça, bien sûr, on peut le faire en 15 minutes maximum. Si c'est moins, tant mieux. Si c'est plus, tant pis. Il y a des gens qui ont de la chance des fois, mais plus on est rapide, mieux c'est. Donc là, ce que je viens de vous expliquer, c'était la situation où on part à deux hors piste. Il y en a un qui se retrouve dans l'avalanche, c'est son copain qui doit chercher. Maintenant, il y a aussi la possibilité où on est un groupe hors piste, il y en a un dans l'avalanche. À ce moment-là, on peut se répartir les tâches, et là, ça va quand même être plus simple, parce que on peut chercher à plusieurs, et à ce moment-là, faire des lignes espacées d'une dizaine de mètres, et là, forcément, il y en a un qui devrait tomber très proche de la victime. Alors, quand on se répartit les tâches comme ça, ce qui est bien aussi, c'est d'en garder un au-dessus de la pente qui, lui, va plutôt s'occuper des signes extérieurs de l'avalanche, c'est-à-dire, je vois un bâton qui sort, et ça peut valoir le coup d'aller voir, parce que autant, il y a peut-être le bras accroché au bout du bâton, de la même façon, s'il y a un ski qui sort, il y a peut-être encore le bonhomme accroché au bout du ski. Donc ça peut être intéressant d'aller voir ces indices-là. Donc ça, c'est un bonhomme qui va s'occuper uniquement de ça, et qui va aller creuser chaque fois qu'il voit un indice. Pourquoi pas? Plus on est, plus on va pouvoir se répartir les tâches. Juste le truc, à ce moment-là, ce qui est très important, c'est qu'il y ait vraiment un chef de groupe. C'est vraiment celui qui a la plus grande gueule, qui va dire « toi tu fais ça, toi tu fais ça ». Il ne faut pas qu'il y ait tout le monde qui s'affole et qui se mette à dire « moi je fais ci, je fais ça ». Non, là il y a un chef qui répartit les tâches.